Bienvenue à toi dans cette nouvelle interview Business Bonheur. J'ai le grand plaisir d'accueillir Laure Brignone. Comment vas-tu, Laure? Très bien, David, je te remercie pour cet accueil. Je suis super content de pouvoir te parler parce que justement, tu es entrepreneur, tu accompagnes également d'autres profils de personnes, on va en parler aujourd'hui, Oui. des entrepreneurs notamment que l'on pourrait dire atypiques. En tout cas, c'est une des étiquettes que moi je préfère, même si je n'aime pas les étiquettes. Et on va parler d'ailleurs de tout cet aspect-là. Moi, j'aime bien résumer ça, j'appelle ça des entrepreneurs qui ont 1000 idées à la minute. Et d'ailleurs, je suis occupé à créer un livre qui s'appelle Les génies du focus où je vais aider, en tout cas c'est l'objectif, d'aider des personnes qui ont ce profil-là à pouvoir malgré tout, malgré ce fusionnement d'idées, pouvoir générer des projets chaque année pour pouvoir avancer dans leur vie. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots aux personnes qui te découvrent dans cette interview? Et puis, on rentrera dans le vif du sujet et les gens vont très rapidement comprendre pourquoi on parle de ça avec toi aujourd'hui. Alors avec plaisir, je suis déjà tout à fait d'accord, je rebondis avec ce que tu as dit sur le fait de ne pas mettre dans une case. Je vais rebondir derrière. Et moi, justement, j'utilise également le terme atypique, puisque j'accompagne les personnes justement atypiques qui sont en transition professionnelle pour vraiment qu'elles trouvent leur place avec sens, confiance et joie. C'est vraiment très important pour moi qu'il y ait ces trois points. Donc, pourquoi j'ai mis personne atypique également? J'ai beaucoup travaillé sur la multipotentialité, on va en parler ensuite, mais parce que j'ai, comme toi, pas envie de fermer non plus et de mettre dans une case, parce que voilà, ce sont des termes, mais ils peuvent aussi limiter. Donc, sur cette approche, ben, on est effectivement sur des profils qui ont multiples idées, qui ont multiples intérêts. Donc, moi, j'ai vraiment une approche globale de la vie, c'est-à-dire tout en travaillant vraiment la construction professionnelle, j'associe toujours une vision globale de quels sont les projets de vie des gens de manière générale. On ne fait pas que une construction professionnelle, une transition sans voir ce qui est à côté, sans voir comment on veut vivre à côté. Pour moi, c'est pas possible. Déjà un premier point. Et également que la personne se connaisse, qu'elle vraiment, plus elle se connaît, plus elle ira vers le bon chemin professionnel. Donc ça, c'est un point très important. C'est pour ça que moi, je travaille toujours la connexion à soi en parallèle, qui est d'autant plus importante sur les profils atypiques, car justement, 1000 idées à la minute dit aussi un mental qui tourne beaucoup, dit souvent une intuition forte, donc un émotionnel aussi, une sensibilité forte. Et tout ça, c'est pour moi des qualités, mais ça doit aussi apprendre. On doit aussi apprendre à les gérer, Mhm. à les gérer au quotidien. Donc la connexion à soi, c'est effectivement calmer son mental, c'est faire accepter ses émotions pour pouvoir entendre son intuition, qui est un guide très important, justement, autant pour un entrepreneur qu'en reconversion. L'un comme l'autre, Oui, bien sûr. voilà, elle est centrale. Donc, c'est arriver à associer tout ça, utiliser également à ouvrir son esprit, à gérer son état d'esprit, qui sont aussi primordiales, que qu'on soit en reconversion professionnelle ou que qu'on soit entrepreneur. Parce que, voilà, c'est des choses très importantes. Donc, Exact. voilà un peu ma manière d'approcher les choses. Et juste pour terminer là-dessus, j'ai aussi donc la dimension de l'aide, comme tu l'as vu, qui est très importante, mais également le lien, la connexion avec son environnement et son temps. Le temps, je crois, on va en parler un peu sur la fin. L'organisation, qui est, pareil, très, très importante quand on est entrepreneur. Et l'environnement, parce que l'environnement influence vraiment beaucoup sur nous, qu'il soit social, que ça soit physique, hein, le lieu où on travaille, l'habitat et la connexion à la nature, qui sont des grandes ressources. Voilà. Génial, bah, écoute, super introduction. Et c'est clair que c'est aussi, je pense, pour ça qu'on se rejoint, parce que moi, avec l'Académie Business Bonheur, j'ai envie vraiment d'amener. Il y a un des leitmotifs, c'est mieux se connaître pour mieux entreprendre. Ça rejoint ce que tu dis par rapport justement à ces personnes que tu accompagnes. Et il y a aussi effectivement le fait que les environnements, il faut des environnements gagnants pour pouvoir avancer dans sa vie. Et l'avantage, c'est qu'on a
le pouvoir de se créer des environnements gagnants. Le tout, c'est d'avoir conscience peut-être des environnements dans lesquels on vit. Génial, bah, écoute, j'ai hâte de partager que tu nous partages toutes ces infos, parce que c'est toi aujourd'hui qui va principalement nous partager ça. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet sur comment faire pour justement gérer ses idées, comment faire pour réaliser des projets concrets, surtout quand on a plein d'idées, ce serait peut-être intéressant qu'on clarifie ce que l'on met derrière justement un entrepreneur atypique. C'est quoi pour toi un entrepreneur atypique, même si encore une fois cette étiquette reste une étiquette. Tout à fait. Atypique, on va dire, c'est un peu en opposition avec la norme, hein. En tout cas, c'est pris comme ça, c'est qu'il sort de la norme étant toujours une moyenne. Donc, l'atypique peut à un moment donné rentrer dans la norme si la moyenne évolue, hein. D'où l'intérêt de le préciser, c'est que ce n'est pas des choses figées aussi, c'est aussi lié à une civilisation à un moment dans le temps. Et voilà. La culture, donc, voilà. etc. Quoi. La culture où l'on vit et au temps historique, on va dire, où l'on est. Hein. Il y a des siècles avant, ça n'aurait pas été atypique, par exemple. Certaines choses n'auraient pas été atypiques du tout. Donc, pour moi, un entrepreneur atypique, ça va être quelqu'un déjà qui vient souvent, qui a un profil atypique, c'est-à-dire qui a pu être un peu soit à la marge, soit changer plusieurs fois, soit qui a fait peut-être plusieurs études avant d'aller sur un chemin et qui a lié pas mal de choses. C'est-à-dire qui n'est pas, qui va pas avoir le profil tout droit, hein, études, et puis à la sortie, on va dire l'emploi qui correspond assez directement aux études, mais qui s'est un peu cherché ou qui, dans sa manière de faire aussi, dans sa manière de fonctionner, va être un peu à la marge peut-être. À la marge, c'est pas du tout négatif pour moi, je précise. Donc, va fonctionner un peu différemment peut-être de ce qui se fait, hein, mais encore dans de la norme. Et voilà, donc pour moi, l'entrepreneur atypique, ça serait ça. Et si je vais un peu plus loin, on en a parlé un peu avant, j'aurais presque envie de dire qu'en tant qu'entrepreneur, on est presque tous atypiques. Parce que ça se construit. Être entrepreneur, on va forcément construire notre manière de faire, c'est aussi tout un chemin, je trouve, l'entrepreneuriat. Et par là, déjà, le fait d'entreprendre va, je trouve, déjà faire sortir un peu du chemin classique. Voilà. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on en parlait en off, l'entrepreneuriat attire aussi des profils atypiques parce que justement, quand on est entrepreneur, on peut justement peut-être plus s'épanouir parce qu'on peut faire les choses à notre manière, là où quand on est par exemple salarié, on doit rentrer justement dans une case qui correspond peut-être un petit peu, mais pas complètement. Et d'ailleurs, toi, c'est le travail que tu fais avec les personnes que tu accompagnes, c'est que tu aides les personnes à mieux se connaître pour trouver le job qui leur correspond. Donc voilà, ça, on parlera, je mettrai dans le lien, dans la description, un lien vers ton site internet, et comme ça, les personnes qui regardent cette interview, qui sont intéressées ou qui peut-être ont dans leur contact quelqu'un qui est en recherche d'emploi, et bien un peu, ou en recherche de reconversion aussi peut-être, et bien de te contacter, voilà, et puis les choses se feront si elles doivent se faire. Je te laisse rebondir si tu le souhaites par rapport à… Oui, juste sur ce que tu viens de dire, et en plus, on en reparlera à la fin, mais j'ai un livret vraiment pour aider justement les 10 étapes principales dans une transition professionnelle. Donc, on pourra le mettre aussi. Je le présenterai peut-être plus tard. Mais, et oui, pour rebondir sur toujours les entrepreneurs atypiques, effectivement, moi, ceux que je vais particulièrement plus aider et qui représentent, je pense, beaucoup d'entrepreneurs, c'est les personnes que toi aussi, sur lesquelles tu travailles, qui ont plein d'idées, envie de faire plein de choses et plein de projets. Je pense que le format d'entrepreneur pour ces personnes-là, en plus, correspond d'autant mieux parce qu'il y a une forme de liberté, il y a de la créativité et que donc, lorsqu'on a ces profils atypiques, on peut plus facilement aller vers l'entrepreneuriat de par ces possibilités-là. Effectivement, en tout cas, c'est une des choses. Donc, moi, j'ai découvert mon profil atypique et en tout cas, je l'ai accepté il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est clair que je ne m'étais pas rendu compte que c'était ça aussi qui me plaisait dans l'entrepreneuriat. C'était le fait de pouvoir faire 2 projets à la fois si c'était important pour moi, de pouvoir, dans un même projet, pouvoir utiliser plusieurs compétences, mélanger la vidéo, mélanger le jeu, mélanger tous ces domaines qui me passionnent et
et d'en faire quelque chose, c'est-à-dire un produit ou un service que je peux proposer à un marché qui, à un moment donné, est intéressé. Le gros problème qui peut arriver quand on a ce profil atypique, c'est justement de rester dans le mental et de ne pas arriver à gérer ces fameuses 1000 idées à la minute. Donc, peut-être ce qui serait intéressant, c'est qu'on définisse comment savoir si on a ce profil atypique pour après rentrer dans le vif du sujet et vraiment partager des méthodes pour passer de 1000 idées à la minute à quelques projets réalisés chaque année. Comment est-ce qu'on peut savoir je pourrais partager mon expérience, je partagerai ça dans une autre vidéo, je mets les liens dans la description. Mais toi, voilà, quels sont tes conseils ou tes astuces pour voilà, repérer si on est multipotentiel ou pas, si on a un profil atypique ou pas? Alors effectivement, moi j'ai travaillé beaucoup dès le début sur la multipotentialité parce que c'était avant tout mon profil. Donc comme toi, je l'ai découvert un peu avant que je lance mon activité. À l'époque, il y avait très peu de choses en France. Il y avait surtout des choses en anglais. Et du coup, j'ai un peu regardé tout ce qu'il y avait en français, c'était vite fait. Et puis après, je suis passée sur les bouquins anglais. Et effectivement, ce concept de multipotentialité, je vais le définir parce que tu viens d'en parler, au départ, m'a beaucoup aidé à comprendre comment je fonctionnais. Et c'est en ça que, toi comme moi, on n'aime pas les étiquettes, que j'ai aidé et que je l'utilise toujours, parce que mine de rien, ça permet aussi et avant tout aux gens d'échanger entre eux et puis de faire des recherches sur le sujet tout bêtement. Ils en entendent parler, ils se disent, ah ben tiens, quelqu'un m'a dit que j'étais multipotentiel, souvent comme ça que ça se passe. J'ai eu pas mal de retours. Du coup, ils vont taper sur Internet et puis ils découvrent. Et souvent, c'est pas un. Et souvent, en fait, ça leur fait vraiment des effets. Moi, j'ai plein de gens qui m'ont dit, je me suis mis à pleurer en découvrant ça parce que c'était comme une autorisation aussi de se dire, mais tu as le droit d'être comme ça, c'est OK. Il y a plein de gens qui sont comme toi. T'es pas normal, t'es pas un extraterrestre. Voilà. Donc, ça, c'était un point sur le concept pour moi qui est important parce qu'il y a beaucoup de discussions sur les concepts et autres. Ce n'est pas un concept scientifique qui pourrait se rapprocher d'un concept social comme les créatifs culturels. Mais moi, ce qui m'importe, c'est qu'il aide les gens. Voilà. C'est ça, ouais. Après, on peut le jeter, on peut mettre un autre mot, on s'en fiche. Voilà, moi je veux juste, voilà, c'est ça. Donc, la multipotentialité, c'est très simple. Je vais en dire la définition. C'est très simple, c'est des personnes qui ont de nombreux intérêts, mais aussi de nombreuses idées. Ça va ensemble. Donc, la première chose, c'est effectivement avoir de multiples intérêts, être très curieux, une forte curiosité, qui fait que ça entraîne qu'en général, on a aussi une forte adaptabilité et également une grande ouverture d'esprit. Seulement puisqu'on est curieux sur plein de choses. Ce sont aussi des personnes qui ont beaucoup d'enthousiasme à découvrir. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui se ressent, c'est un élan. C'est un peu, c'est un peu des gamins qui découvrent un nouveau sujet, qui vont fouiller partout. Après, bon, ça peut retomber comme un soufflet assez vite, ou ça peut prendre un peu plus de temps, ça dépend. Mais il y a vraiment ce côté d'enthousiasme très fort et aussi le côté vraiment d'aimer apprendre. Voilà, l'apprentissage, c'est vraiment quelque chose de très important. Et la troisième chose que je dirais, c'est une créativité forte, de par aussi les liens qu'on peut faire, puisqu'on se nourrit beaucoup, forcément, puisque voilà, on est très curieux, donc on se nourrit beaucoup, et qui fait que justement, il va y avoir beaucoup d'idées qui vont émerger de ça. Ça va faire des même dans l'inconscient, ça va exploser. Et quand on est entrepreneur, justement, il peut y avoir plein d'idées qui popent à la minute parfois. et ça peut être difficile aussi de voir comment on les ordonne. Ce qui fait que souvent, sur ces profils atypiques, on va avoir comme difficulté justement de trier, de mettre de la clarté dans tout ça, de choisir sans choisir. C'est le côté ne pas choisir. Alors, choisir dans le temps, parce qu'on ne peut pas déclencher tous les projets en même temps, ça va effectivement rien donner. On va s'éparpiller et on ne va pas mettre l'énergie là où il faut. En revanche, ça ne veut pas dire qu'on supprime ce qu'on a envie de faire, juste qu'on les ordonne peut-être de manière, on les priorise et on avance petit à petit avec quelque chose quand même d'organisé pour ne pas partir dans tous les sens. Donc, moi, j'ai toujours tendance à dire, c'est OK, on peut ne pas choisir, mais à l'instant T, il y a par contre un choix dans la priorisation. Ça ne veut pas dire qu'on jette ses futures idées. Parce que ça, c'est important parce que autrement, on a l'impression de jeter une part de nous. Si on dit non, tu dois choisir un métier précis, un projet, voilà. Donc, ça, c'est important de l'avoir en tête. On ne le jette pas, on le reporte peut-être à plus tard, quand ça sera le bon moment. Voilà, on l'ordonne différemment. Donc ça, effectivement, l'autre difficulté, c'est souvent l'ennui. Alors, chez les entrepreneurs, du coup, on va moins l'avoir.
Mais on peut l'avoir parce que parfois, on s'impose aussi de continuer sur quelque chose alors qu'on sent qu'on a un peu fait le tour. Donc, il y a des passages aussi à faire pour pas effectivement tout casser forcément d'un coup, mais de voir comment l'avantage de l'entrepreneuriat, c'est l'évolution, c'est de pouvoir évoluer. Et sur ces profils-là, on a besoin d'évoluer en permanence. C'est-à-dire notre entreprise évolue avec nous. Donc, voilà. Donc, vas-y, je t'en prie. Mais ça rejoint cette fameuse croyance qui est que choisir, c'est renoncer, alors que pas du tout. Voilà. Et en plus, effectivement, quand tu as ce profil où tu as 1000 idées à la minute, ben, on en avait parlé un peu en off la dernière fois. Je t'expliquais que dans le livre Les génies du focus, j'avais envie de parler de la partie. En fait, il y a deux lignes du temps. Il y a une ligne du temps, en fait, qui est la ligne du temps de notre cerveau, de notre imagination, où là, les ressources, en fait, sont illimitées. Il y a pas tu penses à un truc, ben, tu n'as aucune limite. Tu peux quasi le voir fini, le projet. Alors que quand tu essaies de transposer ce projet dans la réalité, ben, tu as la deuxième ligne du temps qui est la ligne du temps de la réalité, où là, c'est plus complexe parce que ben, on n'a que 24 heures dans une journée, on a des ressources limitées, que ce soit en termes d'énergie, en termes d'argent, en termes de ressources humaines aussi, c'est limité. Et donc, la difficulté, c'est d'arriver à se dire, OK, je transpose cette ligne du temps et ce projet que j'ai ou ces projets que j'ai dans la tête, je les transpose dans la réalité, mais dans la réalité, le temps est différent. Les ressources sont différentes et du coup, je dois prioriser pour pouvoir les concrétiser. Parce qu'à la rigueur, dans notre esprit, je ne sais pas si tu raisonnes avec ça, mais dans notre esprit, on pourrait concrétiser 10 projets par jour, enfin même plus. Au final, il suffit d'y penser, de voir le projet fini et c'est fait, quoi. Si ça pouvait être aussi simple dans la réalité, malheureusement, ce n'est pas le cas, ou peut-être heureusement, parce qu'il y aurait peut-être trop de choses, du coup, je ne sais pas. En tout cas, voilà. Je te laisse rebondir là-dessus si tu le souhaites. Je ne sais pas si ça résonne chez toi. Alors, c'est la difficulté justement d'aller jusqu'au bout qu'on retrouve souvent dans les profils atypiques, peut-être parce que j'avais bien aimé ton concept de ligne de temps. Justement, c'est que souvent, comme il est déjà là, l'idée est déjà là, on aimerait déjà que ça soit créé et qu'on ait l'aboutissement presque. Peut-être impatient aussi voilà. et on a déjà ressenti le goût du projet fini et on se dit ça va passer vite. Voilà, et souvent, du coup, il y a un temps quand même assez important selon le projet, évidemment, entre sa mise en pratique, sa réalisation, et qui peut paraître effectivement très long et qui peut créer une sorte de décalage que j'ai eu, que je ressentais souvent, un décalage entre ce qui était à l'extérieur et là, moi, où j'en étais à l'intérieur. C'est-à-dire que le temps de mettre en place ce que, à un moment X, j'avais à l'intérieur, que ce soit dans mon site, que ce soit dans l'expression de ce que je fais, et là où j'en étais arrivée, moi, entre-temps dans ma tête, effectivement, il y avait toujours cette espèce de décalage temporel qui s'est plus régulé à l'heure actuelle. Je le ressens moins. On pourra. Je vais essayer de pas. Donc, pour revenir sur ce que tu as dit, il y a aussi le passage à l'action. Et je vais rebondir sur une des difficultés aussi, une fois de plus, des profils atypiques, parce que je t'ai parlé de l'ennui, je t'ai parlé du fait de choisir, mais il y a aussi tout ce qui est estime de soi et qui est en lien avec le passage à l'action. L'estime de soi, le syndrome de l'imposteur qui est très présent dans nos profils. Pourquoi ? Parce que souvent, en étant des personnes atypiques, dès le début, on a pu se sentir un peu à la marge, des petits, de pas correspondre un peu à ce qu'on attendait de nous, à ce qui se faisait. Et donc, souvent, ça a créé, entre autres, il peut y avoir plein d'autres raisons, mais des difficultés d'estime de soi parce que ça n'a pas été accueilli, forcément. Ça peut, voilà. Donc, souvent, l'estime de soi, déjà de base, n'est pas, on va dire, évidente. Il y a toutes sortes de profils, bien sûr, derrière, mais voilà. Elle peut être compliquée, donc elle peut être à travailler, mais ça se travaille, ça, c'est pas un problème. Ça prend le temps que ça prend pour chacun, mais voilà, ça se travaille. Il y a déjà cette question d'estime de soi, plus le fait, pour les personnes qui sont beaucoup changées, donc qui sont très touche à tout, qui donc beaucoup dans le multipotentiel, qui ont fait plein de métiers différents et qui ont découvert plein de choses et qui apprennent plein de choses. Mais du coup, dès que la partie, dès qu'une certaine soif, on va dire, est passée, on passe à autre chose, ce qui fait qu'on va connaître beaucoup de sujets, mais certains assez superficiellement, d'autres plus en profondeur, ça n'empêche pas, les deux coexistent heureusement, mais qui peut donner un sentiment, effectivement, un syndrome de l'imposteur. Non, mais en fait, moi, je n'ai pas été à fond là-dessus.
en même temps, en tant qu'entrepreneur, on est des entrepreneurs qui font des liens entre plein de choses, d'où l'approche globale. Moi, je ne peux pas faire autrement que faire une approche globale avec mon profil, Oui, par bien sûr. exemple. Ça ne veut pas dire que des approches spécifiques ne vont pas être intéressantes, enfin, très, voilà, c'est complémentaire, c'est tout. Mais avec nos profils, en général, on va être sur des approches plus globales où on va justement relier plein de choses. Et c'est cette force-là qu'on met en avant. Et c'est ça notre talent. C'est pas d'être forcément dans, on peut être spécialisé, mais pas forcément dans le détail, dans la profondeur d'une chose, mais de relier plusieurs choses et de faire des liens qui fait qu'on va aider aussi à faire émerger autant chez les personnes, mais dans des organisations, ça peut être faire des Mhm. liens entre plein de choses. Et c'est des gens indispensables. Et c'est là leur talent. Donc, il n'y a pas ce syndrome de l'imposteur, effectivement, vient du fait qu'on était beaucoup dans une idée de spécialisation où il fallait être expert complet. Mhm. Alors, expert, attention, c'est encore autre chose. On peut être Ouais. expert en ayant plein d'autres domaines. Je vais enlever le mot expert parce qu'il va être. Mais qu'on peut être vraiment. Qu'on devait être spécialisé dans une petite ligne là et qu'il n'y avait que les spécialistes, en gros, qui était, je sais pas, bien. J'aime pas ce terme-là, mais tu vois, enfin, Ah c'est ouais, très relatif, hein, considéré comme bien, en tout cas, peut-être. considéré. Ouais. Et donc voilà, c'est vraiment, je voulais en parler parce que c'est aussi quelque chose qui est dur quand on commence en entrepreneur. C'est ce passage à l'action des idées parce Mhm. qu'on n'est pas assez bien, parce qu'elle n'est pas assez parfaite, parce qu'on n'est pas allé complètement dans le sujet suffisamment. Alors, quand est-ce que c'est suffisamment? On ne sait pas. Hein. Ça peut être à vie. Hein. Ouais. Mais, et c'est aussi un frein à passer ces idées-là. Alors, le fait qu'elles fourmillent et qu'on ne sait pas comment je commence, par laquelle je commence, déjà est un frein qui arrive sur la dispersion aussi, qu'on retrouve aussi, un sentiment de dispersion qu'il peut avoir sur nos profils, et de l'extérieur aussi, un côté d'éparpillement que les gens vont nous envoyer ou Oui, d'inconstance. Bah non, mais toi, tu changes tout le temps d'avis, c'est ça. qui aide pas. Voilà. Mais Donc, c'est ça qui peut être compliqué dans un profil d'entrepreneur atypique, c'est euh, ce qu'en marketing on peut appeler le positionnement, mais c'est-à-dire qu'on sache clairement ce que l'on fait alors qu'on fait plein de choses. En fait, c'est ça qui peut être oui, compliqué. oui, Et donc, choisir un positionnement et l'afficher clairement, c'est aussi peut-être renoncer d'afficher certaines choses qu'on sait faire, mais qui ne sont pas spécifiquement nécessaires à afficher dans son positionnement, dans l'expression de son activité. Un exemple concret, encore une fois, moi j'adore le jeu de société, mais je ne l'affichais pas jusqu'à présent parce qu'en fait, il n'y avait pas spécifiquement de lien. Aujourd'hui, le lien que je fais avec le jeu de société, c'est que je vais amener le jeu de société comme outil pour accompagner mes clients. Du coup, là, ça fait sens. Et ça peut commencer à faire sens d'afficher cette partie-là, parce que dans Publier pour impacter, ben, il y a la partie livre, ben, il y aura la partie jeu de société. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Moi, j'ai vécu pendant très, très longtemps, et je pense que c'est encore parfois le cas, où mon entourage ne savait pas expliquer ce que je faisais. oui, Je ne sais pas si toi, tu l'as vécu, si peut-être oui, tes oui, clients oui. le vivent. C'est compliqué. J'ai totalement vécu. Il y a eu des périodes, en regardant après coup ce que j'avais écrit sur mon site, parce qu'il a évolué de nombreuses fois, il va encore évoluer d'ailleurs, où je me disais, mais en fait, c'est incompréhensible ce que j'ai mis faut être dans ma tête, parce que, enfin, c'est en voulant pas, effectivement, j'ai toujours été sur le professionnel depuis le début. Ça a toujours été les demandes aussi principales de mes clients de porte d'entrée en entrée, tu vois, tout en faisant toujours la connexion à soi aussi depuis le début en parallèle. Euh, et, et j'ai mis du temps, tu vois, à me dire, j'indique vraiment en porte d'entrée que je suis sur le professionnel, mais c'est ce que je faisais depuis le début. Depuis toujours, j'ai fait ça. Depuis toujours, j'ai travaillé sur la confiance aussi en soi, qui était une des premières, enfin, tu vois, sur l'estime. Euh, mais j'avais du mal, comme tu dis, à vraiment centrer, à dire, bon, bah, la porte d'entrée, de toute façon, ce que les gens viennent chercher en premier, c'est de construire leur parcours professionnel, parce que c'est effectivement une grande difficulté quand on a un profil atypique, d'allier tout ça et d'être bien dans ce parcours, d'être épanoui. Euh, et donc, c'est OK, je le mets en avant, ça n'enlève rien de ce qu'il y a derrière. Donc, je pense que c'est arrivé effectivement à avoir une parole claire sur la porte d'entrée de ce qu'on fait. Donc peut-être à cet endroit-là, mais bon, ce n'est que voilà, Mhm. restreindre un peu pour que les gens quand même retiennent effectivement ce qu'on fait, que ça soit bien clair, parce que tout bêtement, les gens ne vont pas retenir ce qu'on fait. Si on leur Ouais, c'est ressort ça, trois bien choses sûr. différentes, voilà. Donc être clair là-dessus. Et ensuite, ça ne veut pas dire qu'on réduit derrière. Au contraire, derrière, c'est un entonnoir, ça s'ouvre. Et on peut avoir toutes nos spécificités avec des choses très variées Mhm. que l'on touche.
et c'est OK. Oui, Voilà, moi, c'est la manière, je pense, après, on va dire, mes plusieurs années d'entrepreneuriat, que j'ai pu tester en direct. Mais effectivement, j'ai mis vraiment plusieurs années à arriver à avoir quelque chose de clair sur ce que je faisais. c'est pas évident. Et une clé, je pense aussi, c'est le fait d'accepter qu'on peut pas tout expliquer parce que, en fait, nous, on fait les liens, on sait, in fine, les liens qui sont faits entre eux. Oui. Mais quand tu communiques, Oui. évidemment, c'est très compliqué. Je veux dire, tu peux pas communiquer un message clair si tu Non. balances tout ce que tu as dans la tête. C'est Non. impossible. Et donc, c'est effectivement un bon exercice, c'est de pouvoir clarifier et d'accepter à un moment donné qu'on se positionne sur telle chose en sachant que justement, on parlait de choisir, c'est renoncer. Ben non, choisir, c'est Non. simplement, on décide ce que l'on affiche et ça ne Oui. nous empêche pas de Oui. faire plein d'autres choses à côté, d'accepter peut-être des clients qui ont besoin d'autres choses et qui nous ont connus par cette porte d'entrée qu'on affiche Oui. et qui nous ont contactés pour ça. Justement, toi, dans ton accompagnement, tu proposes aux personnes que tu accompagnes de justement trouver tous ces points qui leur permettent d'être qui ils sont. Et toi, tu Hum. appelles ça, si j'ai bien compris, l'unification. Enfin, en tout cas, tu aides les gens à trouver leur unicité par l'unification, si j'ai bien compris. Est-ce que tu peux nous Ah, expliquer ce concept? Voilà, moi, c'est mon interprétation, mais je voudrais bien que alors, toi qui a créé cet outil, nous expliques ce que c'est. je pense que là, tu penses au fil rouge, qui est je pense que tu pensais plus au fil rouge, qui est effectivement l'approche qu'on peut utiliser pour organiser ses idées. On parlait d'idées avant, OK. et que moi, j'utilise au début pour organiser, là, pour voir ce qui émerge de tous ces intérêts, puisque donc souvent, de nombreuses sphères d'intérêt. Intérêt, ça peut être des domaines, ça peut être aussi des actions. Ça peut être des verbes d'action. C'est pas OK. forcément un domaine comme, je sais pas, la nature, l'écologie, la politique. Enfin, voilà, tu vois. Selon les gens, ça peut varier. Ça peut être un mélange, un mix des deux. L'idée est de vraiment poser tout ce qui nous intéresse. Alors autant pro perso, hein, dans un premier temps, pour trouver des liens et pour regrouper afin que si tu veux, le cerveau ait le niveau macro, donc avec des regroupements, et derrière le détail, donc le micro si on veut aller dedans, mais OK. pour que notre cerveau puisse faire son travail justement de lien euh, et mettre de la clarté. Donc c'est un document c'est quelque chose qui est évolutif, c'est un outil évolutif parce qu'évidemment on le ferait une première fois. Mhm. Rien qu'en cours de l'accompagnement en général, il change plusieurs fois. Voilà. Et puis au cours de la vie, après on l'a et il évolue. Moi le mien, je le refais régulièrement parce qu'il évolue. Enfin voilà, c'est tout ça de toute façon qu'on fait sur des outils évolutifs comme notre entreprise, comme plein de choses. Comme nous Et aussi. c'est OK. Hein, mais si tu veux, ça va permettre de faire émerger vraiment les liens et qu'est-ce qu'on peut faire aux intersections. Je dis toujours, il y a deux manières de faire en général pour les personnes qui ont plein d'intérêts, plein d'idées comme ça. C'est soit tu vas dans un domaine existant et puis tu ramènes des choses d'autres domaines. Je te donne un exemple simple. L'autre fois, ça va être par exemple quelqu'un qui aime beaucoup la biologie et les animaux. C'est du basique et c'est sur des métiers existants. Souvent, nous, on va créer d'autres métiers, mais bon, Ouais. voilà. Il peut soit être biologiste et, par exemple, s'intéresser à l'évolution des animaux en tant que biologiste. Donc là, il va être sur un métier et puis il va ramener ses intérêts. Alors, il pourrait en ramener d'autres. Hein. Et du coup, il va un peu le transformer et le mettre à sa sauce, en fait. Soit il pourrait être veto, par exemple. Donc, on est entre les deux. C'est schématique, hein. Ouais, C'est-à-dire, ouais, il bien a ramené sûr. le côté biologie et le côté animaux, et puis il en a fait quelque chose qui relie les deux. Euh, donc, nous, souvent, ça va être un peu des créations entre les deux ou des choses modifiées. Ou voilà. Mais il y a un peu ces deux mouvements qui souvent sont pas si éloignés que ça. Parce que si on modifie beaucoup un métier, qu'on rajoute beaucoup de choses, finalement, on peut arriver un peu à l'entre-deux. Mais voilà, c'est un peu ces deux mouvements. Et l'idée du fil rouge, c'est de trouver ça. On va le faire pareil avec des gens qui ont déjà des projets. C'est-à-dire, il y a des personnes qui arrivent, elles ont déjà des projets en tête. Mais elles ont justement plein de projets en tête. Trop de choses. Donc, on peut le construire de la même manière avec les projets. L'idée, c'est d'avoir un carton et de voir les projets, comment ils peuvent s'emboîter, comme tu l'as dit, avec ton jeu. C'est exactement ça. Tu ne trouvais pas comment ils s'emboîtaient avec le reste, et à un moment donné, ça s'emboîte. Et voilà, c'est un peu ce C'est principe, ça. c'est d'arriver à emboîter tout ça. La deuxième chose, tu parlais de l'unification, c'était les modes d'organisation,
les types d'activités, on va dire, de fonctionnement d'activités qui marchent bien pour ces profils-là, des potentiels atypiques, où effectivement, il peut y avoir le côté, on unifie un peu un métier chapeau. Moi, c'est ce que j'ai fait, effectivement, c'est mon cas. On unifie plusieurs choses à l'intérieur, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est assez multi-activité. Déjà, l'entrepreneuriat est assez multi-activité de base. Hein. Voilà. Donc, effectivement, moi, j'ai fait des accompagnements qui est le centre, mais derrière, j'écris, je fais des vidéos, je faisais de la photo que j'intégrais dans mes articles. Enfin, tu vois, il y a plein de choses, du coup, qui se relient à l'intérieur, qui fait que je ne vais pas m'ennuyer, parce que rien que dans mon métier d'accompagnement, je me forme régulièrement à des nouvelles approches, des nouvelles techniques que j'intègre dans l'accompagnement, enfin, plus le côté créatif, effectivement, vidéo, article, plus, voilà. Donc, ça mêle plein de choses, ça mêle mes choses à moi, en tout cas, qui étaient les choses principales. L'autre manière, c'est d'avoir des activités en parallèle, soit dans le temps, c'est-à-dire si, par exemple, quelqu'un qui est saisonnier, qui va être plus sur une activité l'hiver, on va dire, et puis en été, peut-être sur quelque chose de saisonnier ou autre, et ça va bien lui aller, parce que ça correspond à ses rythmes à lui, ou bien travailler que à fond pendant 4-5 mois, et puis le reste de l'année, pouvoir voyager autre. Voilà, ça peut être un mode de fonctionnement, ou le slashing, j'ai toujours du mal à prononcer le slashing, qui est là, avoir plusieurs activités en parallèle. En général, on dit 2, 3, après ça devient quand même un peu compliqué, qui sont, elles, bien distinctes. Ça a toujours existé, on en parlait moins avant, mais ça a toujours existé, qui peut être un mode de fonctionnement qui peut très bien convenir. Il n'y a pas d'obligation à l'unification sous un métier chapeau, ça peut très bien fonctionner comme ça, et ça évolue aussi. C'est-à-dire que des gens qui étaient en activité parallèle, à un moment donné, elles peuvent se rejoindre, se transformer et finalement, effectivement, s'unifier ou pas. Et c'est OK. Voilà, il n'y a pas de… J'ai mélangé deux choses. Donc, en fait, il y a d'abord, on va faire le fil rouge, on va résumer tout ce qu'on aime, tout ce qu'on a déjà fait par le passé, toutes les compétences qu'on a accumulées, etc. Et ensuite… les compétences, non. Les compétences, tu les mets après. Le fil rouge, c'est vraiment les intérêts ou les idées. Mais on est, tu vois, les idées de projet, si tu l'appliques aux idées. Voilà. Mais à l'origine, c'est vraiment les intérêts. On n'est pas du tout dans les compétences. Au contraire. Donc, tout ça ramène vers après 3 grandes possibilités de manière de fonctionner: l'unification, le saisonnier et le slasher. Et le salarié, hein, je t'en ai pas parlé parce qu'on était dans l'entrepreneuriat, donc j'étais plus dans le côté entrepreneur. Il y a aussi beaucoup de profils atypiques, il ne faut pas l'enlever quand même, qui fonctionnent très bien, qui n'ont d'ailleurs jamais eu à rechercher qu'ils étaient profils atypiques parce qu'ils ont adapté. Il y a des grosses boîtes où il y a des possibilités, des plus petites, hein, où il y a des possibilités de changer de métier plein de fois. J'ai vu des gens comme ça. Donc, ça ne leur a jamais posé de problème. Quand ils s'ennuyaient, ils demandaient à changer de poste. Voilà. Pourquoi pas. Ou qui ont créé leur poste, c'est-à-dire qui ont dit, moi, je veux prendre ce projet, je veux prendre ça, j'aimerais bien aussi Et qui ont ajouter des choses et fait un poste du coup qui s'est complètement transformé. Alors, évidemment, il faut avoir la hiérarchie qui va, qui est ouverte à ça, les différences, ça dépend des entreprises. On est OK, bien sûr, mais il y a aussi la volonté des gens d'aller vers ça, de dire, non, moi, là, je m'ennuie, j'ai envie de faire ça, ou j'ai envie de découvrir ça, j'ai envie de prendre… Donc, ça marche en salarié aussi, il ne faut pas l'enlever non plus. C'est pas parce qu'on a ce profil-là qu'on a une obligation d'être entrepreneuriat, et ça, je veux bien le marquer parce que ça peut totalement fonctionner en entreprise, mais il faut le poser aussi. Il faut oser le poser à l'entretien, de manière positive, évidemment. Il y a l'opportunité de l'intrapreneuriat aussi, c'est-à-dire entreprendre au sein d'une entreprise. Donc, effectivement, ce sont des possibilités. Oui, complètement. Alors, du coup, je te propose, donc maintenant qu'on a clarifié c'est quoi un entrepreneur atypique, qu'on a défini aussi certaines choses, on a compris que l'idéal, c'est de trouver son fil, de clarifier son fil rouge et puis peut-être de tester des choses par rapport à la manière dont on fonctionne dans son business. Comment est-ce qu'on peut faire pour gérer, ou en tout cas comment toi tu fonctionnes, pour transposer et gérer ces 1000 idées que tu as à la minute et malgré tout arriver à faire des projets concrets chaque année? Oui. Alors, la première chose, déjà, les poser sur un fil rouge, ça peut être une très bonne manière de les avoir sous le format du fil rouge que je t'ai expliqué, donc faire un schéma en gros de tous ces projets pour voir les liens, comment ils s'organisent. Ça, c'est un premier point. Ensuite, moi, quand j'ai des idées, je les note. Je les note tout de suite, mais je les note en fonction du type d'idée.
Par exemple, je ne sais pas si c'est une nouvelle page sur mon site, je vais les noter dans mes modifs de site. Si c'est un nouvel accompagnement, je vais les noter sur la partie offre client. Si c'est, tu vois, si c'est, je ne sais pas, là j'aimerais bien, j'ai l'idée qui me trotte dans la tête depuis quelques temps de faire éventuellement un podcast. Bon, bah, ça va être dans mes idées plus communication, partage, voilà. Tu vois. Donc déjà, je vais classer mes idées. Donc je vais pas faire un gros melting pot d'idées. Tu vois, ça va plus me faire. Mais je vais direct les classer un peu là où elles vont, tu vois, dans le type. Donc ça, c'est une première chose. On est toujours, on va dire, dans l'organisation, hein, comme le fil rouge, dans le poser les choses. Mais c'est très important pour la clarté parce que c'est vraiment quelque chose avec lequel on doit tout le temps travailler avec nos profils, c'est la clarté, toujours remettre de la clarté. Une autre chose qui me remet de la clarté, moi, c'est que je fais des points réguliers. Donc, sur les idées que j'ai posées, donc des points, moi, je m'en fais tout le temps. Je m'en fais en début de semaine, fin de semaine, enfin plutôt fin de semaine pour, voilà, la semaine passée et qu'est-ce que je veux mettre en place la semaine qui vient. Je m'en fais le matin sur qu'est-ce que je veux faire qu'est-ce que j'ai mis dans la journée. Alors, celui-là, il me prend 2 minutes, hein. Une minute, Oui, évidemment, parce que j'ai déjà mon idée. Mais je repasse un coup, je repasse en fin de journée. Bon, voilà, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait. Voilà, tu vois, rapidement. Je me fais des points en mois et je me fais des points à l'année, des très gros points à l'année. Très gros points annuels. Ça, c'est quelque chose dont je parle souvent parce que si on fonce tête baissée, surtout avec nos profils, alors là, on va s'éparpiller, on va rien construire, on va avoir l'énergie qui va être éparpillée dans tous les sens, donc faire et voilà, ça va rien donner. Donc déjà, les points permanents aident aussi à organiser les idées et à voir où j'en suis dans mes idées, qu'est-ce que je mets en avant, voilà. Ensuite, il y a la vision. Mais avoir une vision long terme de son activité, c'est très important. Alors, une vision long terme, ça peut être c'est pas forcément, ça peut être très précis, ça peut être du ressenti, ça peut être une idée plus générale de là où on veut aller. C'est OK, mais c'est très important d'en avoir une. Moi, ça, par exemple, je fais tous les ans. Tu vois, à mon point annuel, je refais aussi. Une fois que j'ai fait le point, je fais la vision de l'année et la vision aussi à plus long terme. C'est quoi ma vision à plus long terme? Ça peut être à 5, à 10 ans. Elle peut évoluer d'une année à l'autre. C'est pas quelque chose de figé. Ça, je le dis très bien. Hein. C'est pas parce qu'au contraire, on ne fiche pas. À l'inverse, on ouvre les possibles parce qu'on a notre intention qui est portée là-dessus. Donc, on va voir les opportunités. Hein. Alors là, je parle même pas de pensée créatrice. Je parle juste de fonctionnement de cerveau. Notre cerveau va être dans l'attention de l'idée qu'on a la vision long terme et donc va observer. Ça, c'est tout un autre sujet. Je sais pas, et va repérer plus facilement ce qui va avec. Donc, la vision long terme permet aussi de classer ses idées, forcément, puisque par rapport à ta vision long terme, bah, tu vas plus prioriser certaines qui vont aller dans ce sens-là, dans le sens vers lequel tu veux aller. Donc voilà, ça c'est déjà des premiers points. Donc, tu vois, le fil rouge, pour résumer, on a le fil rouge, on peut mettre toutes nos idées en carton, les organiser selon les thèmes. Ensuite, on a vraiment faire des points réguliers et la vision long terme. Et ensuite, moi, le point, en fait, réellement, le tri le plus efficace à l'heure actuelle, c'est l'intuition pour moi. Okay. Donc là, on n'est plus du tout là. Tu vois, j'étais dans des choses très carrées, très organisées, mais les deux sont importants. Hein. Mais derrière, c'est l'intuition qui fait son choix. C'est-à-dire, il y a des idées, elles vont arriver, hop. Je sens que elles arrivent, c'est des idées très ponctuelles et qui doivent être mises en place maintenant. Je sens que c'est bon, je les mets en place. Ça, va être des choses plus courtes, on va dire, hein, plus rapides. Je ne me pose pas de questions. Ensuite, il y a les idées qui vont être plus dans la réflexion, donc qui vont trotter, comme le podcast, tu vois, qui trotte. Il trotte depuis quelques mois. Il trotte. Et puis, à un moment donné, il émergera parce que ça sera son moment ou pas, où il partira. Mais ça, et quand ça émerge, c'est vraiment, je vais me réveiller le matin, je vais ouvrir les yeux, je vais faire « Ah, il faut que je fasse ça ». C'est le moment donc, tu du vois, podcast. Et ça peut et au-delà des idées, ça peut marcher sur une page que je dois corriger sur mon site. Ça m'arrive de la traîner pendant 2 mois. Pourtant, je sais ce que je veux corriger, mais je sais pas, je sens pas, c'est pas le moment. Et à un moment donné, je me réveille, ah bah là, je la corrige. Et là, c'est fait en 10 minutes, tu vois. Donc, pour moi, en fait, le plus gros filtre derrière, c'est l'intuition. Mais l'intuition marche aussi parce que tu as ta vision long terme, parce que tu as les choses claires dans ta tête. Et donc, elle permet d'arriver plus facilement aussi. Hein. Donc, tout ça s'emboîtent l'un dans l'autre. Ouais, bien sûr. Et c'est effectivement écouter son flux créatif aussi, parce que si tu te forces à faire une tâche quand c'est pas le moment pour toi, en tout cas j'ai l'impression que quand on a un profil comme le nôtre, on va mettre peut-être 3-4 heures, alors qu'effectivement quand c'est le bon moment, en 5-10 minutes, c'est plié. Donc, ça aussi, c'est dans l'écriture de livres, j'en parle souvent. Oui, c'est bien de se bloquer des créneaux non négociables
et de se forcer à écrire un peu tous les jours. Ce qui est aussi important, c'est d'allier ça avec des sessions d'écriture quand ça vient. Si ça vient à un moment donné de l'après-midi, alors qu'on avait prévu d'y travailler le matin, ben, c'est pas grave, on en profite, on laisse le flux créatif et on commence à écrire. Donc ça rejoint avec effectivement ce côté intuition. Chose qu'on n'a pas forcément, dont on parle pas forcément quand on parle de marketing ou de communication ou autre. Alors, en tant qu'entrepreneur, il y a des tâches, alors, j'aime pas ce mot, mais qui sont obligatoires, qu'on est obligé de faire. Comment est-ce que toi, tu gères ça? Est-ce que tu les fais aussi passer au filtre de l'intuition ou bien parce que c'est obligatoire, tu les fais et tu ne te poses pas 50 questions? Je pense notamment à l'administratif. Tu vois, quand on est entrepreneur, il y a parfois de l'administratif à faire, Oui. des choses qu'on n'aime pas faire. Voilà, comment est-ce que tu gères ça, toi, du coup? Alors, effectivement, c'est très intéressant ce que tu as dit, parce que pour moi, c'est une gestion souple. C'est-à-dire que j'ai une organisation, je pose ce que j'ai à faire, je les pose sur des jours. Ensuite, au ressenti, ça peut s'inverser. C'est-à-dire que si je sens que ce jour-là, par exemple, je dois faire de la communication, mais que je ne suis pas du tout en mode extérieur, ça ne sert à rien. Je vais être mauvaise, enfin, je vais pas mettre l'énergie qu'il faut, ça n'a aucun intérêt. Mais que sur le jour-là, par contre, je suis très créative, bah, ce serait dommage de passer à côté. À l'inverse, si je suis dans quelque chose de créatif, mais qu'au contraire, ce jour-là, j'ai envie de communiquer, de parler avec les gens, d'échanger et que je suis pas du tout dans mon intériorité, bah, je change. Voilà. Donc ça, c'est un premier point. Moi, vraiment, mon mode de fonctionnement là-dessus, c'est de la gestion souple. C'est-à-dire, je suis très organisée, mais derrière, comment je pourrais te dire, c'est organisé, mais c'est pas rigide. C'est organisé, mais souple. Donc après, c'est le ressenti qui passe derrière. Si ça en passe ça aujourd'hui et que j'ai pas une deadline ce jour-là, tu vois, évidemment. Ouais, si j'ai une deadline, bah, j'ai une deadline. L'administratif, tu peux avoir des deadlines. Bon, bah, l'administratif, je vais me l'imposer à un moment donné. Bon, ça me gêne pas, moi. Ça dépend du type d'administratif. C'est pas forcément, il y a des choses que j'aime bien faire. Non, bon. Donc, ça parce dépend. que c'est une grosse caricature. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui n'aiment pas l'administratif. C'était pour l'exemple, effectivement. Il y en a qui adorent ça. Donc. Oui, non, mais oui, tout à fait. Il y a des gens qui aiment beaucoup ça. Donc, voilà, moi j'adore pas forcément. Ça dépend. Voilà, tu vois, je suis pas ni dans un sens ni dans l'autre. Mais donc, c'est vraiment un jeu entre les deadlines, on va dire, et le ressenti du moment. Donc, par rapport à des deadlines, je vais essayer de me laisser un peu de marge aussi pour si le jour où je l'ai posé, bah, c'est pas du tout le jour, que j'ai encore le temps éventuellement de le faire le lendemain et d'inverser. Tu vois, il y a aussi ça. Donc, effectivement, voilà, si tu veux, moi, c'est mon mode de fonctionnement. Il y a des gens qui vont peut-être plus correspondre à avoir des choses très, très précises et ne pas en déroger. C'est OK aussi. Et des gens qui n'aiment pas du tout planifier. Alors, il faut qu'ils s'y retrouvent, bien sûr, mais qui vont peut-être planifier dans la semaine en disant, bah, j'ai telle tâche à faire dans la semaine, mais ils ne les passent pas. Et le matin, ils arrivent. Bon, Tiens, je suis inspiré laquelle pour je ça, sens pour aujourd'hui, je prends celle-là. Pour moi, l'organisation, elle doit être vraiment, alors tout ce qui est outils de gestion, outils organisation, ne marche que si on se connaît assez, qu'on connaît nos cycles, qu'on connaît nos modes de fonctionnement pour les adapter à nous. Prendre des outils et se dire, ça va me sauver la vie, je vais réussir à m'organiser sans avoir travaillé sur soi, tu vois, ça c'est pareil. Donc, là-dessus, je pense qu'il y a des choses importantes, c'est qu'il y a les rythmes à prendre en compte. Et on nous a toujours dit, alors tu vois, ah bah, c'est les lève-tôt qui ont raison. Pourquoi? On ne sait pas. Moi, j'aime bien quand j'arrive à me lever très tôt, tu vois. Donc, je vais pas. Au contraire, c'est vrai, je suis contente, j'ai du temps. Mais pourquoi? Il y a des gens qui bossent très bien la nuit, très bien le soir. S'ils peuvent, par rapport à leur activité, qu'est-ce que ça peut faire? Il y a des gens qui vont être à fond pendant peut-être 3-4 jours et qui après vont récupérer parce qu'ils marchent comme ça. D'autres qui vont avoir besoin d'être équilibrés, avoir des journées bien équilibrées. C'est OK aussi, comme on parlait des saisonniers, des gens qui vont être à fond pendant 5 mois, 4 mois, où là, ils bossent tout le temps. Et ensuite, bah, ils sont tranquilles le reste de l'année, ils sont en vacances, ou tu vois, en découverte, en ce que tu veux, ou en d'autres projets. Ça, c'est aussi quelque chose à étudier quand on est entrepreneur, c'est vraiment observer nos rythmes. Et nos rythmes, ils évoluent. Hein. Mon organisation, elle change peut-être tous les... Non, j'en sais rien, peut-être tous les 6 mois. Ça dépend des nous temps. sommes des êtres d'évolution. En plus, voilà. nos environnements, on parlait des environnements au début, changent aussi.
Et je prends souvent l'exemple imagine, ben là, au départ, tu démarres, tu lances ton activité, tu es entrepreneur, tu es célibataire, etc. Puis tu rencontres une copine, et puis tu as un enfant. Et puis Donc, évidemment que le système d'organisation, pour moi, ça doit Oui, être personnel, temporel et évolutif. C'est exactement. clair, parce que c'est un truc qui fonctionne pour moi va pas forcément fonctionner pour toi, et Oui. inversement. Et le tout, c'est de mieux se connaître. Je pense que c'est peut-être le point clé de Oui, cette interview. oui, C'est mieux se connaître pour mieux vivre de manière générale, mieux c'est ça. vivre dans son business, mieux vivre dans Oui. son travail, mieux vivre dans sa vie privée. Donc, cool. Et s'écouter justement. Tu vois, là, on en revient sur la connexion, c'est se connaître et aussi savoir s'écouter, qui peut être savoir Oui, entendre, ressentir ses rythmes, hein, parce que c'est pas c'est ça. forcément évident. Hein. Et les accepter aussi. Ouais, tout à fait. Et pour finir, juste sur ce sujet, j'aimerais dire quelque chose d'important que je redis aussi souvent, parce qu'on oublie souvent quand on est entrepreneur. C'est trois zones pour moi qui sont primordiales. C'est une zone de repos, parce que tous les jours, mais même si elle est courte, si elle est 10 minutes, et je pense aux gens, justement, tu en as parlé, qui ont des enfants, qui souvent n'arrêtent pas et qui ont jamais, ou qui vont faire le repos avec les enfants. Non, ça peut être de l'amusement avec les enfants, c'est pas du repos. Donc, c'est avoir une zone où vraiment on fait rien, où on, je sais pas, on contemple, où on lit vraiment un bouquin, mais qui nous repose. Avoir ces zones, c'est très important. Autrement, on s'épuise. Dans la durée, on s'épuise complètement. On perd la créativité, on perd l'intuition parce qu'elle a plus d'espace. Donc ça, déjà, c'est une zone pour moi absolument importante. Derrière, c'est une zone d'amusement, des zones d'amusement, plus exactement. Ça peut être dans la semaine, ça peut être des petits plaisirs tous les jours. Et la zone d'amusement, elle vient après la zone de repos. Parce que si on essaie de s'amuser en étant crevé, on va pas profiter en fait. C'est-à-dire qu'on va faire des activités qu'on aime pour le plaisir, mais on va se forcer à y aller. Donc là, il y a un problème parce que tout bêtement, on est épuisé et qu'on a besoin juste de rien faire. Et les zones d'amusement, ça va aussi nous apporter dans notre métier de l'ouverture, de la créativité, une belle énergie qu'on va aussi apporter à nos clients. Si on l'a pas, si on est en tension tout le temps, si on est en pression tout le temps, ça va pas marcher. Et qui nous amène à la troisième zone, c'est la zone de recul. Donc, on a déjà parlé, faire des points réguliers, autant sur son travail que sur sa vie. Et ça, il faut vraiment se les poser dans son emploi du temps parce que c'est primordial pour tout le monde, mais 100 fois plus pour les entrepreneurs, pour leur Oui, domaine. oui, Voilà. tout à fait. Excellent. Donc, eh ben, toi qui écoutes cette interview, voilà, zone de repos extrêmement important, primordial, pour pouvoir être épanoui. Aussi s'amuser après s'être reposé, si j'ai bien compris. Oui, Et après, et alors aussi avoir des zones de recul, donc introspection, bilan, et voilà, vraiment pouvoir faire exactement. le point pour justement voir si on est toujours aligné avec ce qu'on a envie de faire, et écouter son intuition par rapport à ça. Oui. Génial. Bah, écoute, je voudrais parler d'un dernier sujet avec toi. C'est justement comment est-ce que tu vis au quotidien ce côté atypique, ce profil atypique. Est-ce que tu l'affiches ouvertement aujourd'hui? Est-ce que ça a toujours été le cas, où tu as mis du temps à afficher ce côté atypique? Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça? Alors non, ça n'a pas du tout toujours été le cas. Je me suis toujours sentie un peu à la marge, hein, ça c'est sûr, déjà quand j'étais petite. Mais sauf qu'à l'époque, je ne comprenais pas pourquoi. Je ne savais pas pourquoi. Non, la première chose qui m'a fait comprendre, c'est quand j'ai fait mes études de psychologie et que j'étais dyslexique quand j'étais petite. Pas excessivement fortement, mais bon, dyslexique. Voilà. Et quand j'ai commencé à lire des choses sur le dyslexique, effectivement, les rapports pouvaient être différents et pouvaient se sentir un peu à la marge, un peu à part. Donc, ça a commencé à me faire comprendre. Je me suis dit, tiens, c'était peut-être ça. Mais tu vois, j'en étais. Après, j'ai rencontré, bah, comme je t'ai dit, la multipotentialité, qui là m'a vraiment fait comprendre pourquoi je sautais d'une idée à une autre. Hein. Typiquement, pourquoi j'avais cette forte curiosité, plein d'intérêt, et qui m'a fait me dire, bon, bah, OK, c'est OK, en fait. Voilà, tu vois, je peux fonctionner comme ça. Maintenant, il faut effectivement trouver comment je peux bien fonctionner en prenant en compte ça plutôt qu'en le rejetant. Donc ça a été quand même beaucoup plus tardif puisque c'est juste avant que j'ai créé mon activité, donc 5-6 ans.
à peu près. Hein. Mes études de psycho, c'était bien avant, c'était il y a 15 ans maintenant, peut-être. Je n'ai plus les dates en tête, là, mais bon, je te dirais non, peut-être un peu moins. Enfin bon, bref. Et, et donc, ça a été ce chemin qui fait que aussi, quand j'ai rencontré la multipersonnalité, je me suis rendu compte que j'étais entourée de gens qui étaient comme moi, mais je ne l'avais pas vu. Et donc, par exemple, tout ce qui est réflexion en arborescence, on en a fait des belles en échangeant, hein, parce que on a fait beaucoup de ding, 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 ding. Si tu Certains veux, au début, certains voient voilà. ça comme de la divergence. Nous, les liens sont clairs, mais c'est clair qu'il y a. Enfin, c'est pour ça que j'essaie Et aussi voilà. d'avoir une structure dans les interviews parce que on a tendance à, surtout quand on est deux. Oui, oui, Voilà. oui, Donc à je te laisse beaucoup rebondir. rebondir. Voilà. Et du coup, si tu veux, quand j'ai rencontré ça au début, j'ai pas compris. C'est-à-dire que il a fallu que je demande à quelqu'un qui avait et qui m'a dit au début, effectivement, non plus, j'avais pas compris parce que les gens autour de moi fonctionnent pareil, donc on fonctionne pareil et on dit pareil, donc en fait, on n'a jamais vu qu'on fonctionnait comme ça. Tu vois, c'est des choses, voilà. Donc ça, c'était des découvertes, on va dire, plus récentes. Euh, mais oui, j'ai perdu un peu la question d'origine. Oui, j'ai toujours. Est-ce que tu l'as affiché directement quand tu t'es lancé? Et Alors, du est-ce coup, oui, que. je l'ai affiché quand je me suis lancée, puisque du coup, je me suis lancée, au final, j'avais fait un site plus généraliste, et puis j'ai tout de suite remodifié parce que ça m'a tellement parlé et qu'il y avait tellement peu de choses à l'époque. Je me suis dit, il faut que j'en parle. Et mon premier article, c'était le manifeste, un petit manifeste de la multipotentialité. Donc, sur mon site Une étincelle, en tout cas, parce que j'avais un autre blog déjà avant que j'ai ensuite ramené, qui était plus nature et créativité pour le coup. Et donc, là, ça a été le premier article d'Une étincelle, ça a été sur la multipotentialité qui à l'époque était très très peu connue en France. Donc oui, du coup, par deux faits, je l'ai affiché tout de suite. Après, maintenant, j'en parle même plus. J'en parle dans le cadre de mon métier, tu vois, mais en dehors, étant donné que c'est intégré, non, j'ai pas besoin de dire je suis ça ou je suis ça, je m'en fiche. Enfin, tu vois, c'est intégré. Et à partir du moment où c'est intégré en toi aussi et que c'est clair pour toi, les gens ne te renvoient plus à une difficulté là-dessus. C'est toujours ça. Tant que à partir du moment où c'est plus un problème pour toi, c'en est plus un pour les gens, hein, parce qu'ils Non, sentent bien pas de sûr. fric Tout à fait. là-dessus. Voilà. Excellent. Ben, écoute, justement, tu nous as parlé de ton site internet. Je te propose de clôturer cette interview en nous expliquant un petit peu où est-ce qu'on peut te retrouver. Et puis, si tu as envie de parler aussi du manuel que tu offres, du guide, ben voilà, c'est Ouais. le moment, c'est l'instant. Comme ça, toi qui regardes cette vidéo, si tu as apprécié, si tu as envie d'en savoir plus sur l'univers de l'or, eh bien, tu peux le faire. Je mets tous les liens dans la description de la vidéo. Voilà, je te laisse nous parler un peu Ouais. de où est-ce qu'on peut te retrouver sur Donc, mon Internet. site, c'est effectivement uneétincelle.fr, donc tout attaché. Et j'ai deux guides justement gratuits. J'en ai un sur la multipotentialité, mais qui parle aussi des différentes activités dont on a un peu parlé, c'est-à-dire déjà de comprendre comment on fonctionne, mais aussi des différentes activités qui peuvent nous correspondre en tant que multipotentiel. Et j'ai un autre guide sur plus tournée vraiment transition professionnelle, sur les 10 étapes d'une transition professionnelle, justement pour qu'elle se réalise, qu'on la réussisse, c'est-à-dire qu'on soit épanoui dans ce qu'on fait, mais qu'on ait de la joie au quotidien, la confiance toujours et le sens, hein, ce que je te disais. Donc voilà, on peut télécharger les deux, il n'y a aucun problème. Ils sont faits pour. Je te donnerai les liens effectivement pour que tu puisses les ajouter. J'ai également une chaîne YouTube. Voilà, on la trouve sur mon site. Et j'ai donc un blog, puisque j'écris depuis longtemps, qui est sur mon site également, où il y a pas mal de ressources sur tout ce qui est professionnel, tout ce qui est connexion à soi et gestion, et donc approche du temps et de l'environnement. Et aussi une grande partie nature. J'ai une forte connexion à la nature et qu'on se retrouve aussi grâce à elle. Voilà. À nature et Effectivement. voyage. Eh ben, écoute, excellent. On pourra peut-être reparler à l'occasion du lien entre la nature et l'intuition et les émotions. Ça Oui, pourrait être un beau sujet, je trouve. Donc, oui. merci en tout cas pour le temps que tu nous as consacré, parce que le temps, c'est la ressource la plus précieuse que nous avons avec la santé. Donc, vraiment, gratitude pour ça. Je remercierai jamais assez toutes les personnes qui acceptent de participer aux interviews. Donc, je mets les liens dans la description. Toi qui regardes cette vidéo, choisis une action, une chose que tu as retenue de cette interview et passe à l'action le plus rapidement possible, car sans action, pas de résultat. Merci beaucoup, Laure. Merci à toi. Ça fait Ravie d'avoir partagé
tous Bah ces oui, points. ce fut un très grand plaisir. Et Ouais. donc, bah voilà, toi qui regardes cette interview, rappelle-toi que tout est possible à partir du moment où tu l'as décidé et à partir du moment où tu mets des actions en place, impact positif et bienveillance. C'était David de l'Académie Business Bonheur avec son invité Laure. Salut Laure. Salut David! Hello, c'est David. Si cette vidéo t'a plu, sache que tu peux retrouver tous les épisodes en cliquant sur la playlist qui vient d'apparaître à l'écran. Sache également que tu peux télécharger mon nouveau livre Destination Business Bonheur. Si tu souhaites plus de liberté, plus de joie et plus de revenus dans ton business, c'est fait pour toi. Télécharge-le en cliquant sur la barre d'infos. Prends soin de toi pour mieux prendre soin des autres.